Loi 9. Remportez la victoire par vos actes et non par vos discours. Principe. Le triomphe momentané obtenu en haussant le ton n'est qu'une victoire à la Pyrrhus. Le ressentiment, la rancœur que l'on suscite sont plus forts et plus durables que la docilité forcée de votre interlocuteur. Votre pouvoir sera bien plus grand si vous arrivez à obtenir son accord par vos seules actions, sans dire un mot. Ne prêchez pas, montrez l'exemple. Violation de la loi. En 131 avant Jésus-Christ, le consul romain Publius Crassus Dives Mucianus assiégeait Pergame. Il avait besoin d'un bélier pour enfoncer les murs de la ville. Or, quelques jours auparavant, il avait aperçu plusieurs robustes mâts de navires dans un chantier naval d'Athènes. Il ordonna donc que le plus grand lui soit envoyé immédiatement. L'ingénieur militaire qui reçut ses envoyés à Athènes se mit en tête, Dieu sait pourquoi, qu'il se trompait. C'était sans aucun doute le plus petit des mâts que le consul avait demandé. Et d'argumenter sans fin. Le plus petit, leur dit-il, conviendrait beaucoup mieux à la tâche, et de plus, il serait plus facile à transporter. Les soldats l'avertirent que leur général n'était pas homme avec qui discuter, mais l'autre insista. Il leur fit croquis sur croquis de l'engin de guerre qu'il avait lui-même conçu et alla jusqu'à se déclarer l'expert. Eux n'avaient aucune idée de ce dont il parlait. Les soldats qui connaissaient leur chef finirent par convaincre l'ingénieur que, tout expert qu'il fût, il ferait mieux d'obéir. Celui-ci acquiesça. Après leur départ, cependant, l'ingénieur réfléchit. Quel intérêt avait-il à obéir à un ordre qui allait mener à l'échec? Sur ce, il envoya le mât le plus petit, sûr que le consul verrait qu'il avait raison et qu'il le récompenserait à sa juste valeur. Quand le madrier arriva, Mucianus exigea une explication de ses hommes. Ils lui décrivirent l'obstination de l'ingénieur, en précisant toutefois qu'il était finalement tombé d'accord pour envoyer l'objet demandé. Mucianus entra dans une rage folle. Incapable de se concentrer sur sa tactique d'assaut, il ne pouvait penser qu'à l'impudent personnage qui n'en avait fait qu'à sa tête. Il ordonna qu'on le lui amène immédiatement. Quelques jours plus tard, l'ingénieur arriva. Ravi d'expliquer au consul en personne les raisons pour lesquelles il avait choisi de lui envoyer le petit mât, il reprit les mêmes arguments qu'avec les soldats, se vanta de sa compétence en la matière et conclut que, si le consul suivait ses conseils, il ne le regretterait pas. Mucianus le laissa finir de parler, puis, le faisant mettre à nu devant les soldats, le fit flageller à mort. Interprétation. Cet homme, dont l'histoire n'a pas retenu le nom, avait passé sa vie à dessiner des mâts et des machines de guerre. Il était connu comme le meilleur ingénieur d'une ville qui excellait dans ce domaine. Il savait qu'il avait raison. Un bélier plus petit aurait permis d'attaquer avec plus de force et de vitesse. Qui dit plus grand ne dit pas forcément meilleur. Bien sûr, le consul allait voir sa logique et finirait par comprendre que la science est neutre et la raison supérieure. Comment le consul pourrait-il persister dans son ignorance si l'ingénieur lui montrait des plans détaillés et lui expliquait les théories justifiant son conseil? Cet ingénieur militaire est l'exemple même de l'ergoteur du type commun. L'ergoteur ne comprend pas que les mots ne sont jamais neutres, et qu'en polémiquant avec un supérieur, on conteste l'intelligence d'un homme plus puissant que soi. Il n'a d'ailleurs aucune conscience de la personne avec laquelle il traite. Comme chacun voit midi à sa porte, les raisonnements de l'ergoteur tombent dans l'oreille d'un sourd. Même acculé, pourtant, il s'obstine, creusant sa propre tombe. Car une fois l'autre en position de doute, ses certitudes ébranlées, même l'éloquence de Socrate ne sauverait pas la situation. Ce n'est pas tout d'éviter d'ergoter avec des supérieurs. Nous croyons tous que nous sommes des parangons de logique et de bon sens. Mais la prudence exige que l'on ne prouve la justesse de ses idées que de façon indirecte. Respect de la loi.
En 1502, un énorme bloc de marbre gisait à l'abandon dans les ateliers de la cathédrale Santa Maria del Fiore, à Florence. Cela avait été une magnifique pièce de pierre brute, mais un sculpteur maladroit avait malencontreusement creusé un trou là où auraient dû être les jambes de la statue, mutilant l'ensemble. Piero Soderini, maire de Florence, avait envisagé de confier la tâche de rattrapage à Léonard de Vinci ou à quelque autre grand maître, mais il avait renoncé. Chacun s'accordait à dire que la pierre était gâchée. Les choses en restèrent là, jusqu'à ce que les amis florentins du grand Michel-Ange décident d'écrire à l'artiste qui vivait alors à Rome. Lui seul, disait-il, pourrait sauver le marbre, qui était encore un magnifique matériau. Michel-Ange vint à Florence, examina la pierre, et parvint à la conclusion qu'il pourrait effectivement en tirer quelque chose, adaptant la pose du personnage à la forme du marbre. Soderini pensait que c'était une perte de temps, mais accepta de laisser travailler l'artiste. Michel-Ange sculpterait un jeune David, la fronde à la main. Des semaines plus tard, tandis que Michel-Ange mettait la touche finale à sa statue, Soderini entra dans l'atelier. Il se targuait d'être un connaisseur, aussi étudia-t-il de près l'œuvre monumentale. C'était bien sûr un chef-d'œuvre, déclara-t-il à Michel-Ange, sauf le nez, trop gros à son avis. Michel-Ange vit que Soderini se tenait juste en dessous de l'immense sculpture et qu'il n'avait pas la bonne perspective. Sans un mot, il fit signe à Soderini de le suivre sur l'échafaudage. Arrivé au niveau du nez de la statue, il ramassa son burin et quelques éclats de marbre qui traînaient sur les planches. Soderini se tenait légèrement en contrebas de lui. Michel-Ange fit mine de tapoter légèrement la pierre avec son outil, laissant tomber un à un les éclats qu'il avait dans la main. Après quelques minutes de cette comédie, il recula de quelques pas. « Alors, que vous en semble ?»« C'est beaucoup mieux, » répondit Soderini. « Vous l'avez rendu vivant. » Interprétation. Michel-Ange savait qu'en changeant la forme du nez, il risquait de gâcher toute l'œuvre. Mais Soderini était un mécène, fier de son jugement esthétique. Offenser un tel homme en tentant de le contredire, non seulement n'apporterait rien à Michel-Ange, mais pourrait mettre en péril ses futures commandes. Michel-Ange était trop intelligent pour discuter. Sa solution fut de lui faire changer littéralement de perspective, sans lui faire prendre conscience que c'était de là que venait son erreur. Heureusement pour la postérité, Michel-Ange avait trouvé le moyen de préserver la perfection de la statue, tout en faisant croire à Soderini qu'il l'avait améliorée. Tel est le double pouvoir d'une victoire obtenue par des actes plutôt que par des mots. Personne n'est offensé, et vous avez prouvé le bien fondé de votre point de vue. Les clés du pouvoir. Dans le domaine du pouvoir, apprenez à évaluer l'effet à long terme de vos actes sur les autres. Le problème, c'est qu'en campant obstinément sur vos positions, voire en rivant son clou à votre interlocuteur, vous n'êtes jamais sûr de la manière dont celui-ci va réagir. Il peut acquiescer par politesse, mais vous en vouloir intérieurement. Ou peut-être des propos lâchés par inadvertance l'ont-ils vexé. Les paroles ont ce pouvoir insidieux d'être interprétées en fonction de l'humeur et du sentiment d'insécurité de l'autre. Même les meilleurs arguments n'ont pas de base solide, car nous nous méfions tous par expérience de la nature insaisissable des mots. Et, des jours après être tombés d'accord avec quelqu'un, nous revenons souvent à notre ancien point de vue. Comprenez ceci. Des mots, il y en a à l'appel. Chacun sait que dans le feu de la discussion, on dit parfois n'importe quoi pour défendre sa cause. On cite la Bible, on se réfère à des statistiques invérifiables. Qui peut être convaincu par des paroles en l'air? L'action et l'exemple, eux, sont beaucoup plus puissants et significatifs. Qu'ils sont là, devant nos yeux, pour qu'on les voie. Oui, maintenant le nez de la statue est parfait. Il n'y a là nul mot offensant, nulle ambiguïté. Personne ne discute la matérialité d'un fait.
D'ordinaire, la vérité se voit, mais c'est un extraordinaire de l'entendre, remarque Balthasar Gracian. Sir Christopher Wren était la version anglaise de l'homme de la Renaissance. Il avait étudié les mathématiques, l'astronomie, la physique et la physiologie. Pourtant, pendant sa très longue carrière de fameux architecte en Angleterre, ses mécènes lui demandèrent souvent d'apporter des changements ineptes à ses plans. Pas une seule fois il ne discuta, ni ne prononça de paroles offensantes. Il avait d'autres moyens de prouver qu'il avait raison. En 1688, Wren construisit une magnifique mairie pour la ville de Westminster. Le maire, cependant, n'était pas satisfait, et même il était inquiet. Il prétendait que le second étage n'était pas sûr, qu'il risquait de s'effondrer sur son bureau du premier. Il exigea de Wren qu'il le renforce avec 2 colonnes en pierre. Wren, ingénieur consommé, savait ces colonnes inutiles et les craintes du maire infondées. Il les construisit cependant, et le maire lui en fut reconnaissant. Des années plus tard, des ouvriers perchés sur un échafaudage découvrirent que les colonnes ne montaient pas jusqu'au plafond. C'étaient des colonnes factices. Ainsi, les 2 hommes avaient eu chacun ce qu'ils voulaient. Le maire pouvait se détendre, et Wren savait que la postérité comprendrait. Lorsque vous faites la preuve concrète de votre idée, vos adversaires ne sont pas sur la défensive, et sont donc plus ouverts à la persuasion. Leur faire ressentir littéralement et physiquement ce que vous voulez dire est beaucoup plus puissant que si vous l'exprimiez par des arguments. Un perturbateur interrompit une fois Nikita Khrouchtchev au milieu d'un discours où il dénonçait les crimes de Staline. « Vous étiez un collègue de Staline !» hurla-t-il. « Pourquoi ne l'en avez-vous pas empêché ?» Khrouchtchev, qui apparemment ne pouvait pas voir qui avait parlé, aboya. « Qui a dit cela ?» Aucune main ne se leva. Personne ne bougea. Après quelques secondes d'un silence tendu, Khrouchtchev répondit finalement d'une voix calme « Maintenant vous savez pourquoi je ne l'ai pas empêché. » Au lieu de dire que tout le monde tremblait devant Staline, sachant que le moindre signe de rébellion signifiait une mort certaine, il le leur avait fait ressentir. La paranoïa, la crainte de parler, la terreur de se confronter au chef. Dans ce cas-ci, lui, Khrouchtchev. La démonstration était viscérale, il n'y avait pas besoin de discuter plus avant. La persuasion la plus puissante est celle qui dépasse l'action jusque dans le symbole. Le pouvoir d'un symbole, drapeau, mythe, mémorial dédié à un événement tragique, est d'être tacitement saisi par tous. En 1975, alors qu'Henry Kissinger était engagé dans des négociations difficiles avec les Israéliens à propos de la partie du Sinaï qu'ils avaient accaparée pendant la guerre de 1967, il interrompit brusquement une réunion tendue et décida d'aller faire un peu de tourisme. Il visita les ruines de l'ancienne forteresse de Masada, connue par tous les Israéliens comme le lieu où, en 73 après Jésus-Christ, plutôt que de se rendre aux troupes romaines qui les assiégeaient, 700 guerriers juifs se suicidèrent. Les Israéliens comprirent instantanément le message. Kissinger les accusait indirectement d'aller au-devant d'un suicide collectif. Ce geste ne suffit pas à les faire changer d'attitude. Cependant, il les fit réfléchir beaucoup plus sérieusement qu'aucun avertissement direct ne l'aurait fait. Des symboles comme celui-ci parlent par l'émotion. Quand on recherche le pouvoir ou qu'on essaie de le conserver, il faut toujours chercher le moyen indirect. Et aussi choisir soigneusement ses batailles. S'il importe peu à long terme d'être d'accord avec l'autre, ou si le temps et sa propre expérience suffiront à lui faire comprendre votre propos, alors mieux vaut faire l'économie d'une démonstration. Épargnez votre énergie et passez votre chemin. Image : le yo-yo. Les ergoteurs s'épuisent dans un mouvement de va-et-vient qui ne les mène nulle part. Échappez-y et montrez-leur ce que vous voulez dire sans tirer ni pousser. Quittez-les en l'air et laissez la gravité les ramener doucement vers le sol. Autorité : n'ergotez jamais. Dans une société, rien ne doit être discuté.
Montrez des résultats, c'est tout. Benjamin Disraeli, 1804-1881. A contrario. L'argumentation verbale n'a qu'un seul intérêt, vital, dans le domaine du pouvoir. Elle distrait et couvre vos traces quand vous pratiquez la tromperie ou que vous êtes pris en flagrant délit de mensonge. Dans de tels cas, il est à votre avantage de parlementer avec toute la conviction dont vous êtes capable. Entraînez l'autre dans une discussion pour le distraire de votre supercherie. Quand vous êtes pris en flagrant délit de mensonge, plus vous semblerez indigné et sûr de vous, moins vous aurez l'air de mentir. Cette technique a sauvé la peau de plus d'un nègre fin. Le comte Victor Lustig, par exemple, notre escroc, avait vendu à des douzaines de naïfs à travers tout le pays une boîte prétendument capable de reproduire les billets de banque. En découvrant l'arnaque, les gogos choisissaient généralement de ne pas se plaindre à la police par crainte d'une publicité peu flatteuse. Mais le shérif Richards du comté de Remsen, en Oklahoma, n'était pas le genre d'homme à se faire escroquer de 10 000 $ sans réagir. Un matin, il alla surprendre Lustig à son hôtel de Chicago. Lustig entend frapper à la porte. Il ouvre et se retrouve nez à nez avec le canon d'un revolver. « Il y a un problème ?» demande-t-il calmement. « Fils de pute !» hurle le shérif. « Je vais te descendre. Tu m'as bien eu avec ta foutue boîte. » Lustig feint l'embarras. « Vous voulez dire qu'elle ne marche pas ?»« Évidemment qu'elle ne marche pas. Tu es bien placé pour le savoir. »« Mais c'est impossible, » dit Lustig. « Pourquoi ne marcherait-elle pas? L'avez-vous utilisée correctement ?»« Je fais exactement ce que tu m'as dit de faire, » rétorque le shérif. « Non, vous avez certainement fait quelque chose de travers, » répond Lustig, et ainsi de suite. La discussion tournait en rond. Le canon du pistolet s'abaissa lentement. Lustig passa alors à la phase 2 de sa tactique. Il noya le shérif dans un discours technique. L'autre semblait moins sûr de lui. Il argumentait avec moins de véhémence. « Regardez, » dit Lustig, « je vais vous rendre votre argent tout de suite. Je vais aussi vous donner un mode d'emploi écrit et je reviendrai en Oklahoma pour m'assurer que tout marche bien. Je vous assure, vous n'y perdrez rien. » Le shérif accepta à contre-cœur. Pour lui donner totale satisfaction, Lustig sortit une liasse de billets de 100 $ et les lui donna, en lui disant de se détendre et de passer un agréable week-end à Chicago. Calmé et un peu confus, le shérif s'en alla. Les jours qui suivirent, Lustig scruta tous les matins les journaux. Il trouva bientôt l'entrefilet qu'il recherchait. Un court article annonçait l'arrestation du shérif Richards, son procès et sa condamnation pour utilisation de faux billets de banque. Lustig avait gagné la discussion. Le shérif n'est jamais revenu le harceler.